Et Julien, pour parler de ces économies émergentes, on va revenir donc sur le contexte dont on parle finalement depuis ce matin, qui nous sert de cas tout au long de cette journée, la chute des cours du pétrole. On en parle aussi de la volatilité des taux de change, le ralentissement de la croissance. On le voit, les mauvaises nouvelles se sont accumulées, particulièrement sur les pays émergents qui vivaient pour partie de ces exportations de matières premières et énergétiques. Est-ce une situation inédite? A-t-on déjà vu cela, au contraire, dans le passé? C'est vraiment quelque chose qu'on avait perdu l'habitude de voir. La croissance aura été inférieure à 4% l'année dernière pour les pays émergents pris dans leur ensemble. On n'anticipe pas mieux cette année, ou guère plus. Et c'est nettement inférieur aux 7%, par exemple, qu'on avait il y a ne serait-ce que 5 ans. Donc on avait perdu l'habitude de le voir, notamment depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, et c'est qui a été quasiment une période rêvée pour les émergents, avec le boom des matières premières, une croissance assez soutenue dans les économies avancées qui aidaient les émergents, des politiques budgétaires et monétaires un peu plus stables, des bilans bancaires assainis. Mais si on fait abstraction 1 ou 2 minutes de cette décennie quasiment rêvée, on retrouve quand même des similitudes entre ce qu'on voit aujourd'hui et la décennie des années 1990, marquée par plusieurs crises financières importantes. Par exemple, la crise mexicaine de 1994, dont les symptômes étaient similaires à ceux d'aujourd'hui. Au début des années 90, beaucoup de flux de capitaux vers le Mexique, ensuite des signes de surchauffe, et puis la goutte d'eau qui fait déborder le vase, entre guillemets, qui est la décision par la Réserve fédérale américaine d'augmenter ses taux. Alors, bon, le parallèle s'arrête là. À l'époque, les acteurs les plus vulnérables étaient dans une large mesure les États. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ils sont plus solides, sauf exception, par exemple le Venezuela. Et aujourd'hui, les acteurs les plus vulnérables, à l'inverse, sont plutôt les entreprises. Donc, pour des raisons très simples, la baisse de la croissance mine leur profitabilité. Donc, on a fait quelques graphiques pour vous le montrer. C'est ce que vous voyez, par exemple, à gauche. Donc où vous voyez le rendement des capitaux propres des entreprises moyens par pays et l'évolution entre 2014 et la moyenne des 5 années précédentes. Et donc, sauf exception, donc les pays que vous voyez en haut, Inde, Philippines, Hongrie, c'est en baisse partout. Même chose quand on regarde la dynamique secteur par secteur, sauf exception dans quelques secteurs des services. Sinon, ce qu'on voit, c'est une nette détérioration des profits des entreprises dans tous les secteurs, avec des rythmes divers, bien sûr. Et il y a un autre problème que vous soulignez dans le panorama des risques que vous publiez aujourd'hui, celui de la montée de leur endettement à ces entreprises. C'est vrai que la dynamique de la croissance, c'est la partie la plus visible du choc. Et il y a un problème dont on parle moins, c'est justement la progression de l'endettement des entreprises. Alors, la tendance est assez impressionnante. La dette des entreprises a été multipliée par presque 5 au cours des 10 dernières années. C'est lié à plusieurs choses. La première, c'est la mise en place de politiques monétaires ultra-expansionnistes à la suite de la crise de Lehman. Comme la Réserve fédérale, les banques centrales de beaucoup de pays émergents ont été très réactives pour baisser leurs taux. Jusque-là, rien d'anormal. Par contre, ensuite, elles l'ont été beaucoup moins pour les remonter quand la croissance a redémarré. Et donc, la conséquence a été une forte progression du crédit. Alors, deuxième raison à cette progression de l'endettement, c'est d'une manière plus structurelle l'approfondissement des marchés financiers, notamment des marchés obligataires dans beaucoup de pays émergents depuis le début des années 2000, et ça a pris de l'ampleur et les investisseurs s'y sont beaucoup intéressés, notamment depuis la crise de Lehman. Et dernière raison, sans doute, c'est aussi des stratégies purement financières de grandes entreprises de pays émergents qui ont décidé, par exemple, d'émettre, à la suite de la crise de Lehman, d'émettre des obligations à taux bas aux États-Unis en dollars pour bénéficier des taux bas et de placer cet argent chez eux à taux plus élevés. Donc c'est une stratégie qui fonctionne, bien sûr, tant que le taux de change ne se déprécie pas trop. Donc voilà. Tout ça fait que vous voyez cette dynamique là sur ce graphique. Alors en abscisse, ce qu'on a représenté, c'est le stock de dette des entreprises en pourcentage du PIB. Donc plus un pays est sur la droite du graphique, plus ces entreprises sont endettées. En abscisse, vous voyez la progression de ce stock en point de pourcentage. Donc plus un pays est vers le haut, plus la dette de ces entreprises augmente rapidement. Et
c'est assez frappant. Vous voyez que pour la quasi-totalité des pays, sauf l'Afrique du Sud, on observe une nette augmentation depuis 2008. Dernier point à souligner, c'est la taille de la bulle qui représente la part de l'endettement qui est libellée en devises étrangères. Donc par exemple, pour des pays comme l'Indonésie ou le Mexique, là, qui sont quasiment confondus, c'est supérieur à 50%. Donc pour eux, à nuancer par le fait qu'ils sont relativement peu endettés. Mais même pour un pays comme la Turquie, c'est vraiment un problème majeur parce que ça représente un tiers de la dette. Et c'est d'autant plus un risque lorsque la livre se déprécie, comme c'est le cas en ce moment. Alors, on le voit à travers ce schéma et le changement d'échelle pour un pays, la Chine. Exactement. On n'a même pas pu le mettre sur la même échelle que les autres pays. Globalement, la dette des entreprises était déjà élevée avant la crise. Elle a fortement progressé depuis, notamment grâce, plutôt à cause des plans de relance massifs qui ont été annoncés donc à la suite de 2009. Donc, quelles entreprises se sont endettées? D'abord, les grandes entreprises publiques qui étaient impliquées dans ces plans de relance. Ensuite, d'une manière plus générale, toutes les entreprises qui sont liées au secteur des infrastructures, des matières premières, où on observe de nombreuses surcapacités. Et plus récemment, l'ensemble des entreprises qui souffrent du ralentissement de la croissance, puisque quand la croissance ralentit, on essaie de compenser en s'endettant davantage. Donc justement, tous les ans, COFAS réalise une enquête sur le comportement de paiement des entreprises. Donc on pose à environ 1 millier d'entreprises chinoises des questions très simples sur leur comportement de paiement. Et vous envoyez ici des réponses qui sont assez intéressantes. Par exemple, à gauche, c'est la réponse à la question « Quel est le délai de paiement moyen dont vous souffrez ?» Et ce qui est intéressant, c'est la partie droite de ce graphique, c'est-à-dire que les délais de paiement qui sont longs, donc supérieurs à 150 jours, sont en nette augmentation. Voilà. La proportion des entreprises affirmant en souffrir a quasiment doublé par rapport aux années précédentes. Et conséquence directe, ces délais de paiement représentent une part de plus en plus importante du chiffre d'affaires des entreprises chinoises. Pour 18% d'entre elles, c'est ce qui est entouré dans la bulle, ça représente plus de 5% de leur chiffre d'affaires. Et encore une fois, c'est en nette augmentation par rapport à l'année dernière. Vous évoquiez certains secteurs dans le cas de la Chine. Est-ce que dans les autres économies émergentes, certains secteurs sont plus à risque que d'autres? Globalement, l'endettement progresse dans tous les secteurs. Après, logiquement, intuitivement, il progresse davantage dans les secteurs qui sont plus cycliques. C'est ce qu'on a essayé d'illustrer là sur le graphique de gauche. Donc j'en noterai deux. Le secteur de l'énergie, sans surprise, qui est pénalisé par la baisse du prix des matières premières. Et surtout celui qui figure en bas du graphique, qui est le secteur de la construction, notamment dans deux régions. Donc l'Asie, avec forcément l'effet de la Chine, et également l'Amérique latine. Donc c'est vraiment un triple choc dont souffrent aujourd'hui les entreprises dans les pays émergents. Un, une baisse de leur profitabilité. Donc deux, une progression de leur endettement. Et le troisième, peut-être, je l'ai déjà évoqué plus ou moins directement, c'est la vulnérabilité face à la dépréciation des taux de change. Par exemple, des entreprises qui importent des intrants pour produire sont pénalisées par une augmentation de leur coût de production lorsque le taux de change se déprécie. Donc, très simplement, sur le graphique de droite, ce que vous voyez, c'est la vulnérabilité de chaque secteur au regard du taux de change. Plus un secteur figure en haut du graphique, plus il est négativement affecté par une dépréciation du taux de change. Un exemple pour terminer. Hier, une très grande entreprise du secteur de la construction au Mexique a justement annoncé faire défaut sur une de ses obligations en précisant qu'un des motifs, c'était l'endettement forcément trop élevé et la dépréciation du peso. Donc ça montre bien que c'est un problème vraiment criant en ce moment pour les entreprises. Alors globalement, ce n'est pas un tableau très optimiste, on le voit bien. Est-ce qu'il y a néanmoins des facteurs qui peuvent donner un peu de confiance dans l'avenir à court terme? À court terme, c'est compliqué. Je vous l'ai dit au départ. Nous ne prévoyons pas de forte accélération de la croissance dans les pays émergents. Elle va rester durablement plus faible. Il y a quand même un facteur positif qui découle de ce choc négatif sur les émergents, mais qui va se matérialiser davantage à moyen terme et qui est lié justement à cette dépréciation des devises des pays émergents. C'est qu'à un moment donné, certains pays vont bénéficier de gains de compétitivité prix qui sont liés à cette dépréciation des devises. Pour ça, il faut remplir deux conditions. La première, c'est effectivement
que la devise se soit dépréciée, non pas seulement face au dollar, mais face à toutes les devises avec qui le pays commerce. Et le deuxième facteur, c'est que le pays exporte pas seulement des matières premières, mais surtout des produits manufacturés, parce que l'on sait que les matières premières réagissent peu à l'évolution du taux de change. Donc, qui pourrait en profiter à moyen terme ? C'est ce que vous voyez sur ce graphique, principalement donc, les pays qui sont en bas à droite de ce schéma, qui combine un peu les deux facteurs que je viens de vous présenter. Il y a un exemple bien sûr intéressant dans cette bulle, c'est le Brésil. Donc, à court terme, l'horizon reste très négatif. Nous, on anticipe toujours une récession profonde cette année, de moins 3%. Mais à moyen terme, il faut se rappeler que, par exemple, au début des années 2000, le Brésil a beaucoup souffert le secteur manufacturier brésilien a beaucoup souffert justement de perte de compétitivité liée à l'appréciation du taux de change et au boom des matières premières. Aujourd'hui, c'est le choc inverse qu'on observe. C'est-à-dire que le secteur manufacturier, à moyen terme, pourra au moins bénéficier de ce choc positif de compétitivité. Et même si à court terme, la situation reste négative, c'est au moins une lueur d'espoir à moyen terme pour ce pays comme pour d'autres. Est-ce que vous voyez d'autres risques à souligner dans le monde émergent ? Forcément, quand l'horizon économique s'obscurcit pendant une période de temps prolongée, se pose la question du risque politique. C'est par exemple ce qu'avaient montré les printemps arabes. Certes, ces événements avaient vraiment des causes politiques, sociales, institutionnelles profondes, mais l'élément déclencheur, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, entre guillemets, c'était aussi les conséquences de la crise de Lehman, la baisse du prix du pétrole, et donc la montée du chômage et de l'inflation dans ces pays. Donc il faut tenir compte un peu de toutes ces pressions au changement pour mesurer le risque politique. Ceci dit, pour qu'elles se traduisent en changement politique, il faut également qu'il y ait le développement d'instruments divers comme l'accès à Internet, comme l'urbanisation, comme la scolarisation. Donc, quand on essaie aujourd'hui de tenir compte un peu de ces deux choses, alors on obtient ce schéma avec des gribouillis, c'est-à-dire d'un côté, vous voyez en abscisse ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire un indicateur qui mesure les pressions au changement, donc qui tient compte d'indicateurs macroéconomiques, sociaux, tels que les inégalités, le chômage des jeunes, l'inflation. Et puis, vous voyez en ordonnée donc les instruments du changement, qui sont la deuxième catégorie que je vous ai décrite. Ce qui est frappant, c'est que dans la quasi-totalité des pays entre 2007 et aujourd'hui, les instruments du changement se sont beaucoup développés. Donc, prenons un cas concret que Gilles Kepel d'ailleurs a déjà évoqué il y a quelques instants, l'Arabie Saoudite. Le fait que vous voyez l'indicateur augmenter, ça reflète par exemple le doublement de la proportion des personnes qui ont accès à Internet. Entre 2007 et 2015, c'est passé de 30 à 60%. Idem pour le taux de scolarisation. Donc, dans un contexte où ces instruments au changement se sont beaucoup développés, les effets liés au ralentissement économique seront d'autant plus générateurs de risques politiques qu'ils interviennent alors que justement ces instruments se sont développés. Il y a d'ailleurs déjà deux pays sur ce graphique qui sont assez frappants, c'est-à-dire que ce sont deux pays dans lesquels on voit déjà les effets de la détérioration de la situation économique, c'est-à-dire que les pressions au changement ont augmenté. Donc ces pays se sont aussi déplacés vers la droite et non pas seulement vers le haut. Il s'agit du Brésil et de la Turquie. Et donc ce n'est pas une surprise si ces deux pays, si on a déjà observé au cours des 2 dernières années des mouvements de contestation sociale dans ces deux pays. À suivre donc le Nigeria, si l'on se fie à votre graphique. Également avec le bémol que justement les instruments du changement ne sont pas encore développés. C'est le cas aussi dans beaucoup d'autres pays africains. Et donc d'une manière plus générale, et je conclurai là-dessus, en matière d'évaluation pays, vous ne serez pas surpris après ce court panorama de constater que nous procédons à beaucoup de déclassements. C'est d'ailleurs la première fois depuis 2009 que nous procédons à autant de déclassements pour différentes raisons. Dans le cas de l'Afrique, par exemple, bien sûr, le choc des matières premières joue pour des pays comme l'Algérie, comme le Gabon. Également, dans une moindre mesure, pour un pays comme l'Afrique du Sud, que nous déclassons également, même si dans ce pays, les problèmes sont bien plus divers qu'un seul choc des matières premières.
Autre problème pour plusieurs pays d'Afrique subsaharienne en ce moment, c'est le poids de la dette publique libellée en dollars qui fait que le poids de la dette augmente et les gouvernements sont obligés de réduire les dépenses, ce qui pénalise les entreprises. Alors il y a quand même quelques exceptions, hein, notamment des pays qui, de par leur taux de change fixe, notamment dans la zone franc, ne souffrent pas de ces dépréciations du taux de change et ont engagé des efforts de diversification. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, pays sur lequel nous mettons une perspective positive aujourd'hui. Toujours au rayon des bonnes nouvelles, en Europe centrale et orientale, c'est un peu une région en ce moment qui est immunisée par tous les risques dont on parle. Pas d'exposition au choc des matières premières, pas d'exposition à la Chine, finalement relativement peu d'exposition à la Russie, et la région profite du rebond de l'activité en zone euro. Donc après la République tchèque, plus tôt cette année, nous reclassons la Hongrie et nous mettons une perspective positive sur la Lettonie. Et enfin, dernier point très rapide, après cet exposé, vous ne serez pas non plus surpris de voir que nous déclassons une nouvelle fois le Brésil, qui reflète à lui seul un peu toutes les composantes du risque pays. Un modèle de croissance en panne, au moins à court terme, hein, je le disais, une montée du risque souverain, une montée du risque politique, du risque de change, et donc un risque entreprise très élevé. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul déclassement que nous avons fait cette année pour les pays d'Amérique latine. Et dernier point, dans le cas de l'Asie, on voit, vous ne serez pas surpris non plus, de plus en plus de pays affectés par le ralentissement chinois. Donc nous avions déclassé la Chine au mois de juin dernier, mis une perspective négative sur la Malaisie, et désormais c'est Hong Kong et Taïwan dont les perspectives se détériorent. Merci beaucoup, Julien Marcilly, pour donc ce panorama risque pays émergents. Merci Julien.